À la marge de l'un des plus grands parcs nationaux du pays, l'écolodge du Danois Lars Sørensen. Plusieurs heures de piste à la faveur des dieux et de la circulation sont nécessaires pour y accéder. Bonjour, monsieur Vimal. Vous êtes monsieur Lars. Très heureux de vous rencontrer. Heureux de vous recevoir dans la jungle. Bienvenue. C'est un jour déterminant pour Lars. Il reçoit Vimal, un visiteur particulier. Vimal qui détient peut-être les clés de son avenir économique, en décidant ou pas de lui adresser les clients de l'agence de voyage qu'il représente. Mariage quasi impossible entre l'écologie et l'économie. Le radicalisme du projet de Lars lui est préjudiciable. Il refuse d'accueillir plus de 2 couples dans son écolodge pour limiter l'impact de l'homme, donc peu de retombées économiques. Ok, monsieur Vimal. Entrez dans la maison. Oh, c'est beau. Lorsque je suis arrivé pour développer ce projet d'écotourisme, ici, tout autour, il n'y avait qu'une jungle profonde. J'ai commencé à réhabiliter cette forêt profonde dans la région pour que les animaux puissent y vivre comme par le passé. Quelles sont les activités que vous proposez à vos clients? Il n'y a pas vraiment d'activité proposée. L'intérêt principal est d'être ici, de vivre au plus proche de la nature et des animaux sauvages, des oiseaux. Cela dans des structures les plus traditionnelles et naturelles possibles. C'est un des objectifs de cet écolodge. L'autre but est de préserver à long terme la nature. D'ici, tu peux avoir un aperçu de ce que la jungle offre aux visiteurs. C'est très beau. C'est magnifique. Des études supérieures en bouddhisme ont conduit Lars au Sri Lanka. C'était en 1999 et précisément à Kandy. Bouddhisme et écologie, Lars s'est investi dans cette île, ses habitants et son projet d'écotourisme. Si le centre géographique du Sri Lanka se décline par les montagnes et la culture du thé, il en est aussi le cœur spirituel et historique. C'est à Kandy, ville sainte et ancienne capitale, que les rois indépendants ont résisté aux Anglais. L'ancienne capitale de Ceylan est pourtant devenue une colonie de la couronne britannique au tout début du XIXe siècle. Kandy, la grande ville comme l'appellent les Sri Lankais, deuxième agglomération du pays après Colombo, la capitale économique, Kandy, étape spirituelle pour Lars. Panatipata Veramani Sikkapadang Samadhiyami. L'autre Buddha Piyan Mahanse. Shakyamuni Bouddha, qui était un prince, avait choisi de quitter le confort de la vie palatiale pour vivre en harmonie avec la nature. Après plusieurs années de méditation, il a atteint cette harmonie. En suivant ce chemin, il souhaitait briser le cycle des réincarnations pour atteindre l'illumination, le nirvana. Lorsqu'il est allé vivre dans la forêt, il n'y avait que des animaux sauvages pour prendre soin de lui, et notamment un éléphant et un singe. Dès lors, au Sri Lanka, selon son exemple, respecter la vie sauvage est considéré comme une vertu et un art de vivre. À ce titre, le respect de la faune et de la flore est intégré au plus profond du comportement quotidien des Sri Lankais. Comme nous prenons soin d'un proche qui est malade, depuis toujours nous soignons les animaux. La 8e merveille du monde pour les Sri Lankais, le piton rocheux de Sigiriya. Un palais royal à son sommet et la reconnaissance internationale. Le site a été classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO.
250 mètres de roche où sont enchâssées ces fresques célèbres, les demoiselles au sein nu de Sigiriya. Inélégance des siècles qui passent, plusieurs centaines de jeunes femmes avaient été peintes, seules une vingtaine ont échappé aux griffures du temps. 15 siècles qui ont aussi altéré la beauté du palais et de ses dépendances. Un sentiment qui demeure, la force de cette forteresse imprenable. Près de l'écologe de Lars Sørensen, Vimal poursuit ses découvertes. Après le site, la promenade dans la forêt. Lars, lui, s'inquiète d'un éventuel passage d'éléphants dans la culture. Cruelle cohabitation. Chaque année au Sri Lanka, une centaine de personnes sont piétinées et des cultures saccagées. Pour se protéger des éléphants, les villages isolés postent des guetteurs dans les arbres. Dis-moi, comment ça va, Lars? Ça va bien, merci. Dis-moi, les éléphants sont passés ici cette nuit? Non, je n'ai rien vu. La nuit n'a pas été trop longue? Ici, des guetteurs doivent surveiller les cultures, car depuis toujours, il existe un conflit entre les paysans et les éléphants. La vie est très rude. Au Sri Lanka, actuellement, il y a environ 2500 éléphants sauvages. Ils ont besoin d'espaces naturels. Ils ne reconnaissent pas les frontières qui délimitent les parcs. Ils finissent par sortir pour chercher de la nourriture. Les parcs nationaux ne peuvent héberger que 50% de la population totale. Il est donc très important, si nous souhaitons les préserver, de favoriser les espaces de jungle comme celui-ci. Une des solutions possibles serait d'intensifier l'écotourisme. Animal sacré, animal emblématique du Sri Lanka, l'éléphant a toujours vécu aux côtés des paysans. Animal domestique aussi. Ils étaient 700 il y a une vingtaine d'années, à peine plus de 200 aujourd'hui. Animal coûteux enfin, quasiment le prix d'un camion et la nécessité de plusieurs années de dressage. Les Kornak, eux, redoutent la disparition de leur métier. Par le passé, nous étions très sollicités pour transporter les blocs de pierre qui servaient à construire les murs des maisons. C'est encore ce genre de travail que nous faisons encore le plus souvent. Sinon, s'il y a un accident de voiture, nous intervenons pour dégager les véhicules de la route. Lorsque j'étais jeune, peu de gens allaient à l'école. Mon grand frère s'occupait des éléphants et moi je l'accompagnais souvent. J'ai toujours aimé ces animaux. À force d'être avec eux, je me suis passionné pour l'activité de Kornak et je suis devenu l'un d'entre eux.
Ce n'est pas un travail facile. Il faut bien s'occuper de la bête dont nous avons la charge. Si nous ne nous en occupons pas bien, il est impossible de la faire travailler correctement. Je constate que les jeunes d'aujourd'hui n'aiment pas passer leur temps aux côtés des éléphants et il est devenu presque impossible de trouver un apprenti. Avant, nous n'étions pas scolarisés, nous étions nombreux à rêver de devenir cornac. Ce n'est plus le cas, les temps changent. Il y a de moins en moins d'éléphants. Ceux qui sont déjà domestiqués meurent les uns après les autres, et ceux qui vivent dans la nature sont sauvages, et nous n'avons pas le droit de les capturer. Il faudrait que les autorités fassent quelque chose, car bientôt, il n'y aura plus d'éléphants domestiques, même pour la grande fête de Kandy, la Perahara. Trois décennies de guerre civile entre le pouvoir en place et les dissidents des tigres tamouls, des milliers d'hommes tués, mais aussi des animaux mutilés. Une bombe antipersonnelle a frappé cette femelle. Elle a été recueillie il y a quelques jours près de Kandy, au centre de Pinawela, un centre ouvert par l'État au cours des années 70 pour prendre en charge les éléphants, les blessés ou les orphelins. Près d'une centaine actuellement y est soignée. Généralement, ici, à Pinawela, nous nous occupons des éléphants orphelins qui, pour la plupart, viennent des jungles du Sri Lanka. Souvent, les éléphanteaux tombent dans des fossés et dans les puits que creusent les paysans. Dans ce cas-là, ils se retrouvent isolés de leur troupeau. Il y en a d'autres qui se font tirer dessus et qui succombent à des accidents ou qui, blessés, se font attaquer par des animaux sauvages. Leurs petits deviennent orphelins. Ce sont ces jeunes éléphants, devenus seuls et parfois blessés, qui arrivent ici à Pinawela. Notre rôle est de les soigner et de leur assurer une vie sociale la plus agréable possible. Deux fois par jour, le groupe rejoint la rivière pour un bain. Exercice, rafraîchissement, mais aussi thérapie anti-stress. Une attention bénéfique pour les amours. 37 bébés éléphants sont nés à Pinawela depuis sa création. Nous avons trouvé cet éléphanteau de 3 ans tout seul, séparé de sa mère. Nous l'avons donc amené à l'orphelinat, sans quoi il n'aurait sans doute pas survécu. Nous le nourrissons 5 fois par jour avec du lait. Il s'agit d'un lait très spécial à base de lait de vache et de vitamines. Pour un seul repas, il a besoin de 7 biberons d'1 litre. Dans la nature, avant d'atteindre sa maturité, un éléphanteau comme celui-ci se nourrit sous sa mère jusqu'à l'âge de 5 ans.
Ici, nous tentons de compléter ce cycle, ce qui est loin d'être évident. Nous aurons encore beaucoup de biberons à préparer. L'éléphant amputé va s'habituer doucement à son nouvel environnement. Plusieurs semaines d'adaptation seront nécessaires. Aucun animal recueilli ne pourra retrouver son indépendance. Le centre de Pinahuela est financé par les visiteurs, les donateurs, les parrainages par Internet. Ailleurs au Sri Lanka, la présence des éléphants se fait rare hors des parcs. Fleurs, plantes, arbres, tout est luxuriant sur l'île. Une diversité qui enrichit les traitements de la médecine traditionnelle. Dans la forêt proche de l'écologe de Lars, Vimal poursuit sa découverte professionnelle du site, guidé par Kamal. Il y a beaucoup de plantes médicinales. Vous voyez, celle-ci par exemple, nous l'utilisons pour soigner les yeux. C'est un médicament très puissant. Celle-là s'appelle Madhurutala. Nous l'écrasons et elle nous sert à chasser les moustiques. Cette plante-ci est comestible. En même temps, c'est un médicament qui guérit et atténue la dépigmentation de la peau. Des plantes comme celle que je vous ai montrées, il y en a plein d'autres que nous découvrirons au fur et à mesure de notre progression en forêt. C'est exactement ce genre d'arbre que je fais découvrir aux visiteurs qui n'en ont sûrement jamais vu dans la nature. Ils adorent ça. C'est un ébénier, un arbre protégé chez nous. Chez eux, ils ne le connaissent que lorsqu'il est transformé en objet. Souvent des objets d'art, mais ils n'en ont jamais vu dans la nature. C'est un très beau bois, un bois précieux. Oui, effectivement. Quelques objets sont fabriqués avec le bois de cet arbre, notamment pour la lutherie. Lorsqu'il est poli, cela lui donne une très belle couleur noire obscure. J'imagine que ce bois d'ébène doit être difficile à travailler, car il est très dur et très lourd. Il y a un oiseau qui vit grâce à cet arbre, car il y a un ver qui vit réfugié sous son écorce. Et cet oiseau le débusque. Il en raffole. L'étude de la nature et l'utilisation des plantes sauvages sont à la base de l'un des soins les plus anciens dans le monde, la médecine ayurvédique. Traduction littérale, la connaissance de la vie. Depuis quelques années, cette thérapie naturelle ne cesse de séduire les étrangers et les cures de se multiplier. Au Sri Lanka, plus de 6000 praticiens ayurvédiques traitent des patients. Leur diagnostic est établi en fonction de 3 critères, plutôt originaux pour des occidentaux. Équilibre interne du patient, alimentation suivie et ciel astrologique. Plantes et fleurs sauvages, elles, se transforment en extraits ou en huiles parfumées utilisées pour des massages apaisants. Et parfois insolites. Insolites telle la chute délicate et rythmée sur le front de gouttes d'une huile tiède. Migraine et stress seraient atténués par la technique du Shirodhara.
L'harmonie avec la nature règle aussi la vie de Lars Sørensen. Vimal, son visiteur du jour, le rejoint après une longue randonnée en forêt. J'espère que mon équipe a pu vous montrer des animaux, des oiseaux et d'autres animaux de la forêt. Oui, j'ai vu des oiseaux. Justement, quelles espèces d'animaux peut-on voir autour du lac? Ce lac est un endroit unique, fantastique, magnifique. Nous pouvons principalement observer des animaux durant la saison sèche. Pour le moment, sur le lac, il y a des oiseaux comme l'aigle brahmine, des pélicans, des aigles au ventre blanc. C'est un bon emplacement pour observer les oiseaux. Là, tu peux voir un aigle. Mais ce n'est pas facile de le voir. Il y a aussi des singes, je présume. Oui, il y a des singes. Cet habitat est idéal pour les animaux sauvages. Pour cette raison, malheureusement, les gens du pays braconnaient et braconnent encore. C'est pourquoi il n'y a plus autant d'animaux qu'autrefois. Tout est presque fini. C'est la dure réalité de la vie dans la jungle. C'est un paradis, mais un paradis avec de petites défaillances quotidiennes. Une réalité combattue inlassablement par Lars. Il s'applique ainsi à informer les villageois et à les impliquer dans son projet écologique. Une vigilance qui se heurte encore au poids des traditions et des habitudes. Lorsque la nuit s'installe dans la maison de Lars, seule la flamme tremblée des bougies éclaire le repas. Le Danois ne propose qu'un menu végétarien, les produits cultivés par les paysans voisins. Au dehors, la petite musique de la faune nocturne s'égrène dans la forêt. Chaque jour, au départ de la ville de Kandy, un petit train ondule en direction des plantations de thé, vers Nourelia, la capitale des Hautes-Terres. Dans ces wagons, se côtoient ouvriers du thé et voyageurs venus du monde entier. Nous avons choisi de prendre le train. C'est la meilleure façon de voir les paysages et de voyager avec les locaux. C'est aussi très bon marché. Les conditions de voyage sont bien meilleures que ce à quoi nous nous attendions. Et de notre siège, on peut voir le fantastique panorama. On peut même manger. Le Sri Lanka est actuellement le premier exportateur de thé dans le monde. Si la région des Hautes-Terres attire moins d'étrangers que le bord de mer, elle génère cependant d'énormes revenus.
L'économie florissante du thé se répercute dans les plantations. L'accès aux soins et aux médicaments est gratuit et la scolarité des enfants assurée. Le secteur du thé mobilise 700 000 personnes. La moitié d'entre elles sont des cueilleuses. Une activité réservée exclusivement aux femmes tamoules. Quant au bilan écologique de cette production, il s'affiche en contraste. La culture du thé ne nécessite pratiquement pas d'engrais. En revanche, son implantation a provoqué la destruction de 250 000 hectares de forêt. Les femmes travaillent en altitude, souvent dans le froid et l'humidité, et toujours sur des pentes abruptes. Elles s'activent par petits groupes et à cette saison, les sangsues affamées pullulent sous les feuilles du théier, un arbre qui pourrait atteindre 20 mètres à condition de ne pas être contrarié par les gestes des cueilleuses. Heure après heure, et depuis 10 ans, Selvi, comme sa mère avant elle, sélectionne les pousses de thé. Je dois cueillir au minimum 18 kg de feuilles de thé par jour. Il faut choisir les feuilles avec attention et écarter toutes celles qui ne sont pas bonnes car elles sont trop vieilles. Il ne faut retenir que les très jeunes pousses, comme celle-ci. Sinon, nous risquons de perdre notre travail. Là, ces feuilles, je ne peux pas les conserver. Elles ne sont pas de bonne qualité. C'est un travail dur et répétitif. Il nous faut ramasser le poids minimum, sans quoi nous sommes pénalisés. Et nous perdons le salaire d'une demi-journée. Lorsque nous avons terminé de cueillir une parcelle, nous passons ensuite à une autre. Un millier de manufactures plus ou moins importantes fonctionnent sous la tutelle de l'État. Le thé, deuxième ressource économique du Sri Lanka après le textile. Une histoire qui commence dans les années 1870 grâce à un Écossais. James Taylor est le premier à avoir planté du thé dans l'île. Une démarche décisive pour l'économie du pays. Après avoir séché pendant une douzaine d'heures, les feuilles de thé sont traitées par des machines qui semblent appartenir à un autre âge. Feuilles broyées et tamisées selon des calibrages très précis. Réalisées par des femmes, ces manipulations se répètent souvent 24 heures sur 24, permettant ainsi de respecter les quantités et les délais fixés par le marché international. Puis vient l'étape de la fermentation. Là encore, précision et attention au féminin. Enfin, le thé conditionné par sac de 50 kg est envoyé à Colombo, dans l'unique bourse au thé au monde. Silhouette de couleur glissant sur le verre des cultures, Selvi et ses compagnes s'éloignent après avoir terminé leur travail du jour. Ce thé est vraiment très bon. Il est parfumé. Ici, au Sri Lanka, tout le monde boit du thé, le même que celui que je bois. Nous le trouvons très agréable. Nous en buvons plusieurs fois par jour. C'est nous, les cueilleuses et nos mains, qui sommes à l'origine de ce thé. Je sais que quelque part dans le monde, des gens boivent en ce moment du thé que j'ai ramassé. Le même thé que je bois. Une nouvelle journée commence dans les colleges de Lars Sorensen. Lecture et réflexion au balancement d'un hamac. Vimal, lui, médite sur son expérience vécue au lodge. Une approche écologique qui l'a convaincu. Il devrait amener de nouveaux visiteurs sur le site de Lars, mais une décision économique est indispensable. Augmenter la capacité d'accueil du lieu. J'espère que Vimal a bien apprécié et qu'il a compris notre concept. L'essence même de ma démarche est de ne pas proposer d'hébergement conventionnel parmi d'autres. Je compte bien développer et agrandir juste un peu cet endroit, ajouter quelques nouveaux lodges. Nous avons intérêt à conserver l'esprit original du site et offrir aux visiteurs cette même impression que j'ai ressentie lorsque je suis arrivé ici pour la première fois.
Cet endroit doit rester simple, car autrement nous ne pourrions pas coexister sincèrement avec la vie sauvage. Il n'y a pas d'autre façon de préserver la nature. Le Sri Lanka est un paradis pour l'écotourisme.